L'objectif de cette conférence, ça va être de vous montrer comment on peut mettre au service l'innovation et la créativité au service des défis de notre siècle. Donc je vais vous parler, il y aura 4 parties. D'abord, rappeler les grands défis. Enfin, je pense que vous commencez à les connaître, mais vous les présenter d'une certaine manière pour que vous les oubliez plus jamais. Ensuite, quelques mots sur les entreprises à mission et sur la nature de ces missions. Comment les formuler pour qu'elles soient effectives. Et puis après, on parlera de la créativité individuelle et du génie collectif, puisque ce sont deux choses souvent qui peuvent s'opposer. Et on le voit bien dans le monde du sport, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Donc quelles sont les préconditions qu'on peut mettre en œuvre pour faire ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi j'ai plusieurs casquettes, en tout cas j'ai eu plusieurs parcours en fait dans ma vie, et j'utiliserai différents exemples de choses que moi j'ai fait ou auxquelles j'ai assisté. Donc moi j'ai été mathématicien au départ, après j'étais entrepreneur, j'ai travaillé 17 ans dans le domaine de l'énergie, j'étais à la fin directeur général de la Bourse de l'énergie européenne. À côté, là, maintenant, j'ai monté ma boîte de conseil. Et je suis aussi écrivain et je suis aussi président d'une ONG qui s'appelle One Home et aussi de l'Institut des Futurs Souhaitables. Et je parlerai de ces différentes choses dans l'exposé. Voilà, mais il n'y a qu'une seule et même personne derrière ces choses-là. Donc, les grands défis du siècle. Si on prend déjà le défi du carbone, dont vous avez beaucoup entendu parler, et pour moi, il se résume bien par ces deux graphes. Là, vous avez l'évolution depuis la révolution industrielle de nos émissions fossiles, avec en gris le charbon, en bleu le pétrole et en rouge le gaz. Et on voit bien qu'elles ont fait que monter depuis cette révolution industrielle. Et la situation à laquelle on fait face, c'est qu'aujourd'hui, ce carbone s'accumule dans l'atmosphère, il renforce l'effet de serre, et que si on ne veut pas que la température s'élève trop, il faut arrêter d'en émettre, quoi. Et cet arrêt, il commence à prendre la forme d'un arrêt d'urgence. Sur cette courbe ici, vous avez nos émissions aujourd'hui, on est à peu près à 40 milliards de tonnes, enfin 42. Ça avait baissé avant le Covid et 2021 est même revenu au-dessus de 2019, donc le Covid n'a strictement rien changé, puisque structurellement on fait la même chose et de la même manière. Et la trajectoire qu'on doit suivre sur les émissions, si on veut rester en dessous des 1,5 degré d'augmentation à la fin du siècle, c'est la trajectoire la trajectoire rouge que vous avez ici. Et cette trajectoire rouge, en gros, il nous reste un stock de carbone qu'on peut émettre. Et donc, plus on attendra, plus la chute doit être rapide. Et pour vous donner l'ordre de grandeur, un chiffre, vous avez entendu, et on l'a revu à Roland-Garros, ils nous disent qu'il ne nous reste plus que 3 ans pour... il y a une petite jeune fille qui s'est attachée à un filet de tennis, il nous reste 3 ans. Alors 3 ans, pourquoi? Dans 3 ans, ça ne va pas être la fin du monde. C'est dans 3 ans, on doit atteindre le pic d'émissions mondiales de carbone à partir duquel on doit commencer à baisser. Donc si effectivement dans 3 ans on commence à baisser, pour pouvoir être dans cette trajectoire des 1,5 degré en 2030, c'est-à-dire dans 8 ans, il faut qu'on soit à moins 45% par rapport à 2019. C'est-à-dire, en gros, il faut qu'on coupe les émissions par 2, c'est-à-dire 8% de réduction par an. C'est du jamais vu, quoi. Ça, c'est la trajectoire. Et plus on attendra, plus ça devra être rapide, c'est-à-dire 10%, 15%, et voilà. Si on veut rester dans les 1,5 degré, évidemment, si on veut 1,7 degré, 1,8 degré, 1,9 degré, 2 degrés, 3 degrés, on peut en émettre plus, et on aura plus de temps pour faire cette transition. Mais on laissera une planète plus chaude, plus perturbée à nos enfants. Et donc là, par exemple, vous avez la courbe qu'on pourrait suivre si on veut être à 67% de chance, parce que les modèles ne disent pas tous la même chose, d'être en dessous de 1,75 degré. Et on peut la décaler comme ça. Et aujourd'hui, en fonction des engagements qu'ont pris les pays sur l'accord de Paris, je peux vous le montrer ici, en fait, les engagements des pays, ils permettent aujourd'hui d'aller à 3 degrés. Donc pas du tout d'être allé à 1,5 degré. Donc au niveau supranational, on n'a pas fait les choses qui doivent être faites pour arriver à ça. Et en plus, la plupart des engagements ne sont même pas dans des textes de loi. Là, vous avez en vert les pays dans lesquels c'est rentré dans les textes de loi. En gros, c'est les pays européens qui ont acté dans la loi la transition, et encore pas tous. Et le Canada, et le Japon, et la Nouvelle-Zélande, c'est tout. Les autres, ça reste... une déclaration, une intention, quoi. Donc le monde en est là aujourd'hui. Et ce carbone, pour arriver à faire cette chute-là,
Le problème, c'est que c'est pas comme quand on avait des aérosols dans nos bombes pour la question de la couche d'ozone. C'était un produit bien identifié dans les frigos et dans les aérosols où il fallait se passer des fréons. Là, ici, c'est dans tout. Tu vois, dans tout ce qu'on consomme, il y a du carbone. Que ce soit dans l'agriculture, dans la génération d'électricité, pour la gestion des bâtiments, le manufacturing, un des sujets qui vous touche le plus, et le transport, vous en parlez aussi. Dans tout ça, il y a beaucoup de carbone, et donc il faut réinventer toute la façon dont on design les produits et les services pour se passer de ce carbone. Donc c'est très complexe, quoi. Le pire, c'est qu'on n'a pas que le carbone à se débarrasser parce qu'il y a d'autres limites planétaires qu'on a dépassées. Ça, c'en est qu'une, celle de la température. Il y a celle de la biodiversité, mais il y a aussi la question de l'eau, il y a la question du cycle de l'azote, il y a la question du cycle du phosphore, il y a la question de l'acidification des océans, il y a la question aussi des relais, des polluants qu'on rejette dans la nature. Tout ça, aujourd'hui, vient du fait que les produits qu'on fabrique ne respectent pas la nature, ne respectent pas les cycles du vivant. Donc, la réinvention des produits, c'est un challenge de chaque truc, que ce soit une brosse à dents, un rasoir ou une télécommande, n'importe quoi. Il faut revoir complètement la conception de ces projets, non pas juste en gérant la décarbonisation, mais en gérant ça. Essayez déjà d'imaginer un objet qui respecte ça. Ça serait déjà un challenge énorme. Et il y a très peu d'objets, mais on a des exemples puisque la nature en fabrique tout le temps, tu vois, de ces types d'objets. Donc ça pose une question pour des sociétés comme la vôtre de réinventer des objets de manière radicale. C'est-à-dire, c'est pas en changeant la couleur ou autre chose, et ça vous le savez très bien, de faire une éconception radicale pour arriver à faire des produits qui n'existent pas. Et ça, il faut faire avec tous les produits que fabriquent les humains. Donc vous voyez la nature du défi. Et si on arrive à faire ça, on peut arriver à créer ce qu'on appelle une donut economy, où on est l'humanité serait entre un plafond, on va dire, de pauvreté et de vie sociale garantie à tous les humains, un plafond maximal, et on serait entre les deux, et on doit essayer de respecter les 9 limites planétaires, et puis les 17 objectifs du développement durable de l'ONU. Donc ça, c'est un cadre, mais ça ne dit pas comment, quoi. Et tout ce que je voulais vous dire, c'est que aujourd'hui, pour réinventer des produits qui sont de cette nature, hein, quand ils sont en fin de vie, pour aller vers des produits qui sont beaucoup plus bio-inspirés, comme je vous avais parlé dans la conférence sur l'économie circulaire, il y aura besoin d'énormément de matières grises pour mettre au point ces nouveaux produits qui soient complètement compatibles avec les cycles du vivant. À titre personnel, c'est un challenge qui me paraît très difficile. Et à tel point que enfin, moi, ça fait 20 ans que je réfléchis à ces questions. Ma cure pour pouvoir croire que c'est possible, c'était de raconter dans un roman comment ça pourrait bien se passer. Parce que des romans sur l'écologie qui vous racontent comment ça peut mal se passer, ou des films, il y en a plein, mais un roman auquel je crois, c'est-à-dire en l'écrivant, je me dis, ouais, ça pourrait se passer, et de se dire, tiens, si ça se passait bien, ça serait quoi la trajectoire? Donc j'ai écrit, il y a 10 ans, 2 romans qui parlent d'une première bascule. Et là, ça fait 10 ans que je réfléchis à la suite, et là, j'ai écrit la suite. Et la suite, je voulais raconter justement entre 2022 et 2050 comment on réussirait ce challenge. Et en fait, je suis resté bloqué sur les 5 premières années. C'est-à-dire qu'on sent, et on le voit aujourd'hui, qu'on est tous pris dans des contradictions entre ce qu'on aime et ce à quoi on doit renoncer, des parts de nous-mêmes qu'on ne veut pas voir, dire c'est facile alors que c'est difficile, les nations qui disent oui, on veut le faire, mais qui savent très bien qu'elles ne peuvent pas le faire. Et toutes ces contradictions, elles sont en nous, quoi. Et les contradictions du monde, c'est le reflet de ces contradictions en nous. Et donc là, les prochains livres, ils explorent vraiment cette dimension-là. Comment on fait un shift, tu vois. Et faire un shift, c'est très compliqué. Et donc, c'est l'histoire de ce shift. Et après, je raconterai la suite. Donc, ça sera de 2028 à 2050 sur vraiment comment on réorganise toute l'économie et tout. Mais ça, je l'ai déjà écrit, mais j'avais besoin des prémices parce qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas mûr. Et je pense qu'il y a une chose qui est liée à notre relation au cœur entre les humains, avec nous-mêmes et avec la planète. Mais ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence. En tout cas, en écrivant ça, je pense que c'est possible et c'est le plus grand défi qu'a eu l'espèce humaine depuis tous les temps. On a eu des défis à chaque époque, hein. Il y en a eu qui ont à gérer la grande peste, d'autres des guerres, d'autres des famines. Il y a eu différents challenges depuis voilà, les 300 000 ans qu'existe Homo sapiens, c'est les millions d'années où il y a des humains.
il y a eu différents challenges dans l'histoire de la vie. Il y a eu des moments où on s'est pris des astéroïdes, des explosions de supernova. Enfin, il y a eu des trucs beaucoup plus... Enfin, un astéroïde, c'est... je crois que l'astéroïde qui a touché les dinosaures, ça doit être 10 000 ou 15 000 fois plus que toutes les bombes atomiques réunies. Donc, voilà. Et le vivant s'en est ramené. Nous, on a un challenge organisationnel. Donc là, il faut qu'on arrive à penser collectif sur les humains. Mais voilà le défi qu'on a à faire. C'est inédit. Et ce défi, évidemment, il n'y a pas une personne qui va le résoudre, c'est à tout le monde de résoudre, et chacun va en prendre une petite part, et il faudra bien la faire, quoi. Et donc vous, en tant qu'entreprise, vous prendrez une petite part, vous ne les prendrez pas toutes, mais la petite part que vous prendrez, vous devrez bien la faire, mais de manière radicale. Et vous voyez bien que pour arriver entre ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'il faudrait faire, il faut énormément d'innovation, donc on va parler d'innovation. Et avant de parler d'innovation, quelques mots sur les entreprises à mission. Donc, quand je vous disais, aujourd'hui, les États, ils n'ont pas vraiment la possibilité de faire quelque chose. Ils donnent des intentions, des cadres généraux, mais ce n'est pas eux qui vont réinventer les produits. Ce n'est pas eux qui vont faire ça, donc ça reste aux gens. Et finalement, les deux leviers qui sont les plus importants, si on veut transformer l'économie, c'est les comportements individuels, donc les gens. Donc, si tout le monde se met au yoga, à la méditation, à une forme de sobriété heureuse, et tout, on pourrait arriver à déjà se passer de beaucoup de produits dont on n'aurait pas besoin, trouver du bonheur ailleurs que dans la consommation matérielle. Mais ça aussi, c'est tout un processus de reconnexion à la nature. Et ça, c'est une des choses que j'aborde dans mon prochain roman. Cette question-là de notre façon d'être au monde, quoi. Mais on voit bien aujourd'hui, les humains sont très tourmentés. Et donc, espérer que tout le monde soit dans un mode où réduise au minimum sa consommation pour avoir le minimum d'impact, si une partie des gens le font, c'est bien. Mais si on ne change pas la nature des produits que ces gens-là consomment, il y aura toujours des problèmes. Tu vois. Donc il faut que les entreprises fassent des choses. Alors, aujourd'hui, les très grandes entreprises qui sont listées, elles ont des impératifs de rentabilité, etc., qui font que ce n'est pas simple pour elles d'avoir une transformation radicale, parce que de proposer un business model qui n'a rien à voir quand vous avez 300 000 employés et 50 milliards de chiffre d'affaires, ce n'est pas simple. Les PME, comme vous, c'est plus simple. C'est-à-dire que vous pouvez vous réinventer, vous avez une structure capitalistique qui fait que voilà, le mode de gouvernance avec vos actionnaires, qui sont aussi en partie les propriétaires de l'entreprise, fait que vous pouvez faire des choses radicales. Et donc, l'avenir viendra plutôt des boîtes comme vous, qui ont des baby-foot, avec une bonne ambiance, qui inventeront des choses. Et à un moment, ces boîtes seront tellement inspirantes que les grands groupes diront, bah, vous voyez, elles ont réussi, nous on va s'y mettre aussi. Et je pense qu'on aura besoin des grands groupes parce qu'ils sont capables de faire des choses à l'échelle. Les gens qui travaillent dans ces grands groupes, hein, ils ont tous des enfants, c'est tous des gens qui veulent un avenir. Et c'est juste qu'ils sont bloqués dans une structure qui ne permet pas facilement de changer. Et il faut reconnaître que les choses sont difficiles et pas dire que c'est facile ou que les gens sont mauvais. Les gens, ils font ce qu'ils peuvent, quoi. Voilà. Donc, ces entreprises, elles sont en train d'évoluer. Pendant longtemps, le modèle de l'entreprise était un modèle, on va dire, assez capitalistique où la valeur de l'argent était la plus importante. Ce n'est pas le cas dans beaucoup d'entreprises, mais quand même, c'est-à-dire voilà, verser des dividendes à des actionnaires. Là, aujourd'hui, on a un nouveau concept qui arrive, qui est donc passé en France dans la loi, la notion d'entreprise à mission. C'est un changement très profond parce que ça change votre gouvernance et donc maintenant vous voilà dans une mission, quoi. Donc on va formuler cette mission. Le problème c'est que quand vous êtes entreprise à mission, souvent beaucoup d'entreprises à mission que moi j'ai vues autour de moi sont là pour un peu réharmoniser des choses qui n'étaient pas harmonieuses, donc faire un peu mieux ce qu'on fait. Mais pas de transformer radicalement ce qu'elles font. Et en tout cas, par exemple, il y a très peu d'entreprises à mission qui ont mis faire moins 45% de CO2 d'ici 2030, mais si elles ne le font pas, si elles ne font pas cette part-là, on ne va pas y arriver. Et d'ailleurs, comme il y en a plein qui ne vont pas le faire, ce n'est pas moins 45, il faut faire c'est moins 80, parce que, pour compenser ce que les autres ne feront pas. Et donc, moi je vais vous proposer un nouveau concept aujourd'hui, c'est des entreprises à mission impossible. Voilà. Et c'est-à-dire de formuler votre mission comme quelque chose d'impossible, mais génial à réaliser si vous y arrivez, quoi. Et le mieux pour pouvoir voir comment gérer ces entreprises à mission impossible, bah, c'est d'écouter ceux qui l'ont déjà fait, ou en tout cas ceux qui ont accompagné des collectifs humains pour y parvenir. Donc je vais vous faire écouter une vidéo du Jedi Master là-dessus, JFK. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon.
We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. We set sail on this new sea because there is new knowledge to be gained and new rights to be won, and they must be won and used for the progress of all mankind. We shall send to the moon 240,000 miles away from the control station in Houston, a giant rocket more than 300 feet tall, made of new metal alloys, some of which have not yet been invented, capable of standing heat and stresses several times more than have ever been experienced, fitted together with a precision better than the finest watch, carrying all the equipment needed for propulsion, guidance, control, communications, food, and survival, on an untried mission to an unknown celestial body. And therefore, as we set sail, we ask God's blessing on the most hazardous and dangerous and greatest adventure on which man has ever embarked. Thank you. Ça, c'est du défi. Et il fallait vraiment avoir énormément de courage pour énoncer ce défi et pas se dire qu'on va être complètement ridicule de le rater. Et ça a marché. C'est-à-dire qu'en annonçant ce défi complètement fou, qui est d'aller sur la Lune, cet astre qu'on voit depuis des centaines de milliers d'années dans le ciel, d'y aller, bah, il a réussi à motiver les gens, quoi. Et donc ça, c'était en 62. 7 ans plus tard, en 69, la fusée Saturn V était construite et 21 juillet 1969, 2 astronautes ont mis les pieds sur la Lune, Buzz Aldrin et Neil Armstrong, et c'est absolument incroyable, et ils sont revenus vivants, évidemment. Quand on écoute ce speech, il a été très analysé, en fait, ce speech, parce qu'il y a peu d'exemples de choses aussi incroyables qui ont été tentées par l'humanité. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui travaillent sur le projet Apollo? 40, plus. 1 million. Non, 400 000, tu vois. C'est pas un petit projet, quoi. Et coordonner 400 000 personnes sur un truc impossible, c'est-à-dire qu'il n'avait rien. Il fait cette annonce, le premier Américain à avoir fait un vol orbital, c'était quelques mois avant. Ça, c'est en septembre 62. John Glenn et Shepard, ils ont volé juste avant, quelques mois avant, c'est-à-dire qu'ils ne maîtrisaient aucune des technologies qui permettaient de faire ça. Donc c'est un grand saut dans le vide, et ils le tentent, et dès le lendemain de ce speech, tous les gens étaient en train de réfléchir à comment on va y arriver, quoi. Et les gens se sont dit, mais c'est fou, ça devrait faire peur aux gens d'annoncer un défi de ce type. Et en fait, ça mobilise les gens. Donc, il y a des psychologues qui ont analysé ça. Et ils appellent ça, en psychologie, les superordinate goals, les objectifs extraordinaires, quoi. Et ces objectifs extraordinaires, ce qu'on montre, en fait, c'est qu'ils sont tellement fous qu'ils favorisent la coopération au lieu de la compétition entre les êtres humains. C'est-à-dire que c'est tellement fou, mais génial, que les gens ont envie d'y arriver. Et formuler les défis de cette manière permettrait au sein d'une entreprise comme la vôtre, d'accomplir un défi fou et de tous vous dépasser au profit de ce défi fou. Et au niveau de l'humanité, ce qui est pour l'instant pas fait comme ça, formuler le défi du développement durable, là aujourd'hui on dit ouais, on va décarboner la planète. Bah, c'est super intéressant comme défi. Si c'est de dire que dans 20 ans, on a une planète qui est entièrement vivable, avec une civilisation durable qu'on peut léguer pendant des centaines et des centaines de siècles à nos enfants, ça c'est un truc kiffant, mais les politiciens n'en parlent pas. Bon, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, ce discours a été très analysé, et ce qui est intéressant dans ce discours, alors c'est pas Kennedy qui l'a écrit, c'est son scribe, là, celui qui lui écrit tous ses discours. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui a écrit d'autres discours assez incroyables. Ce qui est intéressant, c'est que le défi est fou, il reconnaît que c'est fou, mais il dit déjà ce qui va être difficile. Il dit qu'on n'a pas les technologies de communication, on n'a pas les technologies de lanceurs, et donc à chaque fois qu'il dit ça, en fait, ça fait un appel aux ingénieurs qui font ci, aux ingénieurs qui font ça, en disant « Ah ouais, moi je vais avoir une part du problème ». Donc, et il reconnaît que c'est difficile, donc il dit aux gens, en gros, je compatis avec ce que vous allez faire, plutôt que de dire que c'est facile, quoi. Et aujourd'hui, on a plutôt des politiques
qui disent pas que c'est difficile, le truc du carbone. Ils disent oui, on va le faire et tout. Mais en fait, reconnaître que c'est difficile, c'est un bon moyen pour motiver les gens, quoi. Et surtout, l'objectif, sur les subordinate goals, ils disent que pour que ça fonctionne, il faut que l'objectif ne soit pas vague et ne soit pas abstrait. S'il avait dit « on va aller dans le système solaire », c'est pas clair. Ouais, genre. Et par exemple, Obama, quand il avait relancé le programme spatial américain, il avait comme ambition d'aller sur Mars et pas sur la Lune, parce qu'on a déjà été retourné. Et là, Trump a dit « tiens, on va retourner sur la Lune ». Et on voit bien que, heureusement qu'il y a Musk, etc., parce que les entreprises d'État américaines n'arrivent pas à faire les choses. Là, ils ont conçu une fusée, une nouvelle, qui coûte 1,5 milliard à construire pour une fusée, elle n'est pas réutilisable, quoi. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui est bien fait. Et donc, la façon dont vous formulez les objectifs font qu'ils vont être atteignables ou pas, mobilisent les gens ou pas. Et il faut qu'ils soient pas abstraits ni vagues. Donc, il faut que ça soit concret et précis. Donc, si vous formulez chez Altior ce qu'on appelle un moonshot maintenant, il faut qu'il ait ces caractéristiques pour qu'il puisse fonctionner. Et ça, c'est un bouquin qui est très intéressant, du chef de projet, mais sur la partie vraiment coordination des 400 000 personnes. Comment ils ont réussi ce défi, c'est absolument incroyable en termes de management humain de projet, mais je vous donnerai d'autres exemples de ce type-là après. Ce qui est intéressant aussi dans le discours de Kennedy, c'est que ça donne envie, quoi. Pour l'humanité, d'aller sur la Lune, c'est génial, quoi. Et on se dit, ah bah tiens, on voit déjà les images de quelqu'un qui va descendre, on se dit, tiens, j'aimerais vivre ce moment, et donc j'aimerais le faire vivre aux autres si vous faites partie de l'équipe, parce que vous êtes sur quelque chose qui est important. Et sur le défi, les défis environnementaux, on ne fait pas assez rêver les gens sur le monde à l'arrivée. Qu'est-ce qui serait ce monde à l'arrivée, quoi. Et si on nous disait... Là, ce qu'on voit, c'est juste la peine du travail. Oh là là, il va falloir enlever le carbone dans tout, il va falloir peut-être que j'arrête de manger de la viande. On voit que le négatif, mais on ne sait même pas pourquoi. Si on nous peignait l'espèce d'île, l'espèce d'objectif paradisiaque qu'on avait à la fin, peut-être que les gens y arriveraient, mais aujourd'hui, vous avez des gens qui sont là, qui vous montrent de l'écologie comme des contraintes. Et effectivement, il y a des contraintes, mais si vous ne montez pas pourquoi vous faites en même temps ces contraintes-là, on les fait pour une chose, quoi. Et ça, il y a toujours ce problème de communication, donner envie, quoi. Et le discours de Kennedy est un fantastique discours pour donner envie. Et là, je vous ai montré que 1 minute 27, je vous recommande, il fait 21 minutes, en fait, le discours. Il est incroyable, parce que ça démarre au début par tout un historique de l'espèce humaine, de notre créativité. C'est une ode à l'espèce humaine, c'est une ode à la vie, c'est une ode à l'univers. C'est absolument incroyable. On connaît souvent We chose to go to the moon, not because it's easy, because it's hard, tu vois, mais on ne connaît pas le reste. Et vraiment, je vous encourage parce que c'est un très bon motivational speech avec toutes ces caractéristiques. Une autre chose qui est intéressante dans le discours du Kennedy, c'est le fait que poser une intention claire, puisqu'il dit on doit aller sur la Lune avant la fin de la décennie, donc le fait de poser quelque chose dans le temps, dans le futur, et de le matérialiser par des visions, fait qu'il y a un certain nombre de gens qui vont commencer à créer des chemins, donc techniques ou imaginaires, pour aller vers ce chemin-là. Si vous ne posez pas l'intention sur le futur, ces chemins-là ne se créent pas. Et donc, le fait de manifester une vision dans le futur, en fait, va créer de la créativité dans le présent. Et aujourd'hui, la façon dont est formulé le défi climatique, où on n'insiste que sur les peurs, sur les sacrifices, mais pas sur l'incroyable truc qui nous annonce à l'arrivée, fait que ça s'active moyen et qu'on est tous à se dire, bon, il y aura peut-être quelqu'un d'autre qui va trouver un truc génial. On est tous à guetter dans les journaux. Ah, génial, il y a quelqu'un qui a inventé, je sais pas, une nouvelle manière de faire de la viande, c'est bon, on est sauvé. On a une espèce de truc de déni qui essaye de se rassurer parce que c'est trop difficile, quoi, ce truc-là, et c'est pas reconnu comme tel. Voilà. Et justement, moi, je travaille dans l'Institut des futurs souhaitables, qui est un institut de prospective, où notre mission statement, c'est ouvrir les futurs pour libérer le présent. C'est vraiment basé sur cette notion-là, en disant décrivons des futurs souhaitables pour que ça infuse dès maintenant pour faire émerger des signaux faibles pour arriver à ça. Et ces dialogues entre présent et futur, c'est très important. Et je pense qu'il y a même quelque chose de plus profond sur la nature de la réalité ou sur la nature de l'espace-temps qui font que
Si on ne fait pas cet aller-retour présent-futur, en fait, on ne peut pas changer le présent. Et c'est l'appel du futur qui crée le désir de futur et qui fait qu'on sort. Sinon, le futur ne va être que la répétition du présent. Et c'est ça qu'on fait. Tu vois. On est par exemple là, ça fait quand même 7 ans qu'on a fait l'accord de Paris. Le monde, il est à peu près exactement le même, voire en pire que le monde de l'accord de Paris. Et s'il n'y a pas ce désir du futur pour se transformer, en fait, il n'y a pas de transformation. Alors moi, à titre professionnel, avant de parler de mon cas, je vous expliquais aussi, alors ce truc de Kennedy, c'était génial, donc il y a des gens qui ont dit, on va faire un concept de moonshot, on va l'appliquer à toutes les entreprises, donc le spécialiste de ça, c'est Peter Diamandis, un Américain qui a écrit un bouquin Bold, ça veut dire audacieux, donc il faut de l'audace, et si vous formulez un truc audacieux, ça marche à chaque fois. En fait, il n'y a quasiment aucun des défis qu'il a mis dans son bouquin qui ont marché. Il va avec un autre bouquin qui s'appelle Exponential Organization. Et tout ça, c'est basé sur l'hubris, la démesure. Et vous allez voir que la nature de ce qui anime les gens pour créer des défis impossibles n'est pas du tout de cette nature. Si vous avez de l'hubris, en fait, ça casse le truc. Et là, vous avez un exemple de projets qui sont basés sur l'hubris. Là, c'est une ville dans le désert qui avait été pensée par Abu Dhabi qui s'appelait Masdar, qui devait être la première ville totalement durable. Mais déjà, quel est l'intérêt d'aller créer cette ville-là en plein milieu du désert? En fait, ce truc-là, ils ont dépensé des milliards, ils ont fait venir les meilleurs chercheurs, tous les meilleurs consultants, tout le monde a été payé à fond et ça a été un échec. Et là, il y a un nouveau projet du même type qui est en train d'être créé par l'Arabie Saoudite, qui s'appelle Neom, dans le golfe d'Aqaba, où ils veulent construire la ville du futur. Ils veulent que ça soit une ville un strip de 100 km, donc une bande de 100 km. Mais quel est l'intérêt de faire ça? Avec toute la démonstration des technologies du futur, donc il y a tous les experts qui sont là. Moi, on m'a demandé d'aller être là-bas. J'ai refusé parce que même si c'est hyper bien payé, c'est sûr que ça ne marchera jamais. Parce que les gens, ils vont juste pour prendre l'argent. Et de toute façon, le projet final n'a aucun intérêt, donc il ne pourra pas se faire parce que c'est un projet dont les gens se foutent. Si c'était un projet vraiment génial, porteur d'avenir, les gens se mobiliseraient et auraient des idées. Si le projet n'a pas de sens, les idées, elles ne germent pas. Autre genre, Google a créé Google X, ils appellent ça la Moonshot Factory. Donc eux, ils se sont dit, nous, on est tellement fort chez Google, des moonshots, on va en sortir tous les ans. Quoi. Donc ils ont 10 projets, je crois qu'il y en a 7 qui sont abandonnés. Quoi, ils avaient les projets de faire des dirigeables pour faire du Internet, de faire des kites pour développer de l'énergie. En fait, ces trucs-là n'ont pas marché, pareil, parce qu'ils sont dans cet égrégore, où déjà l'idée à la base, on ne sait pas trop d'où elle sort, elle n'a pas tellement d'intérêt, et puis il y a trop d'argent, trop de démesure, et vous allez voir que la découverte et la créativité, c'est quelque chose qui est au niveau du cœur et pas tellement de la tête. Quoi. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que faites attention dans la manière dont vous formulez les choses, et je vais vous aider au fur et à mesure à voir comment il faut formuler les choses pour arriver à faire des moonshots qui fonctionnent et qui mobilisent les gens réellement et qui mobilisent leur créativité. Quand moi j'ai rejoint la Bourse de l'énergie en 2004, on s'était occupé de faire le marché de l'électricité en France. Et j'avais un patron qui était très pro-européen, moi aussi, et avec d'autres collègues, on a formulé un concept pour se dire, mais un des gros problèmes dans le marché électrique européen, c'est qu'on utilise très mal les interconnexions aux frontières et que du coup, il n'y a pas de solidarité entre les pays. Et donc on avait développé un concept d'algorithme pour coupler des pays. Donc au début, on a fait un démonstrateur entre la Belgique et les Pays-Bas, c'était en 2005 qu'on a lancé ça. Et en fait, ça a plu à la Commission européenne. Et la semaine dernière, les 27 pays européens ont été couplés. Quoi. Donc ça a mis presque 17 ans à se généraliser. Mais on avait formulé cette vision d'une Europe interconnectée. Et en fait, cette vision, elle est partie d'une boîte privée. Et c'est devenu un projet politique européen, mais réalisé par des boîtes privées. Et moi, après, j'ai fait la même chose sur le gaz, mais on a fait ça qu'avec 10 pays, parce qu'il y a plein de pays où il n'y a pas de marché gazier. Mais aujourd'hui, pour gérer la crise gazière, le fait que tous ces marchés soient interconnectés, c'est absolument fondamental. Et pareil, on était parti d'une vision. Moi, j'avais toujours ce truc de Kennedy en tête, où en disant, si la vision est claire, d'intérêt général, avec des vrais atouts, et c'est pas juste un truc nous pour faire du frosty, ça marchera. Quoi. Et vous, c'est pareil, c'est-à-dire que si elle est d'intérêt général, et en plus ça sert votre intérêt de boîte, évidemment, et nous, ça a servi notre intérêt de boîte, le truc fonctionnera. Donc, toujours ce truc-là, objectif clair et d'intérêt général. Et puis, moi, j'avais vu ça sur un autre projet
dont j'avais parlé il y a 3 ans à un certain nombre de vos collaborateurs et dont j'ai parlé vaguement dans la vidéo sur l'économie circulaire. C'était un projet de pouvoir montrer des images de la Terre filmées depuis l'espace. Et en fait, ce truc-là, je l'avais décrit dans un roman. Et de manière assez magique, le fait de l'avoir décrit, le satellite dont je rêvais est parti. Et puis je me suis retrouvé en capacité de le faire. Je n'avais pas du tout imaginé. Mais comme quoi, écrire ses rêves et déclarer ce que vous avez envie, il y a un truc un peu magique qui fait que ça peut advenir. En tout cas, moi, je l'ai vécu et je l'ai expérimenté. Et à des petites échelles, hein. Je veux dire, ça, c'est un projet, on est 4. Le projet d'entreprise, c'était une entreprise, on était 20, à la fin, on était 200. Donc, ce n'est pas des trucs où on a besoin d'être des millions, mais on peut faire des grandes choses à peu de gens si les choses sont claires. Alors, maintenant, on va parler de quelque chose de plus complexe, qui est que, comme je vous disais, ce chemin, il n'existe pas. C'est-à-dire, inventer ces objets du futur va nécessiter, comme le programme Apollo, des nouveaux concepts, des nouvelles idées qui n'existent pas. Donc, il y aura de la science fondamentale, mais aussi du système D, des nouvelles façons de faire. Pour ça, on va devoir mobiliser la créativité. Alors, qu'est-ce que c'est la créativité? On confond souvent créativité et le génie. La créativité, c'est juste rajouter quelque chose de nouveau au réel, et de réellement nouveau, c'est-à-dire qui n'était pas la conséquence des trucs qui existaient avant. C'est quelque chose de nouveau. Et ça, il y a des gens qui sont capables de le faire, et il y a des organisations qui sont capables. Donc, je vais d'abord parler de la créativité au niveau de l'individu, et puis après du collectif, quoi. Donc, au niveau de l'individu, je vous disais, on a un certain nombre d'atomes qu'on doit reconfigurer pour imaginer des objets et des services qui soient vraiment durables. Et la première chose à laquelle on pense, quand on pense à la créativité, c'est évidemment le cerveau, quoi, tu vois. Et vous allez voir que le cerveau, s'il n'est pas couplé au cœur, ben en fait, vous ne pouvez pas vraiment être créatif. Alors, donc il y a un chercheur donc, qui est ici, alors, le nom est imprononçable, Mihaly Csikszentmihalyi, mais son bouquin s'appelle Flow, c'est très facile à trouver. Il a été traduit en français, ça s'appelle Vivre, mais le titre n'a vraiment rien à voir avec le bouquin, mais et ça a été traduit par David Servan-Schreiber, donc vous pouvez le lire en français, il est très bien. Et ce monsieur, il s'interrogeait sur la créativité, mais avant de s'intéresser à la créativité, il s'est intéressé à un état particulier dans lequel les gens rentrent dans certaines conditions de vie. Et il s'est dit, cet état a peut-être un lien avec ce qu'il faut pour pouvoir être créatif. Donc il a passé en revue, dans son livre, un certain nombre de professions, donc des sportifs, des musiciens, des artistes, qui parfois dans leur travail se retrouvent à un moment où ils s'oublient eux-mêmes, ils sont hors du monde, ils sont dans un espèce d'état de grâce, et cet état de grâce, on appelle ça l'état de flow, quoi. Et cet état de flow, c'est un état où le monde semble ne plus exister, et ils sont dans une créativité totale, et on le voit bien ici, c'est Keith Jarrett. Keith Jarrett, il est connu comme étant un des meilleurs jazzman pour l'improvisation. On voit bien qu'il est dans son monde, là. Il est les yeux fermés, il est parti ailleurs, et il crée. Et il est dans sa créativité. Ici, vous avez Ronaldo, là, c'est son but le plus... il dit que c'est son but le plus beau, il fait une retournée à, je sais pas, 2,50 m de haut. Enfin, qui fait ça, quoi, tu vois, donc, lui, il le fait. Et par exemple, Ronaldo, c'est quelqu'un où, à partir du moment où il est dans un match, il y a un moment où il part en état de flow. Et c'est là où il met des triplés, quoi, tu vois. Et il en met beaucoup plus que Benzema. J'ai regardé les stats. Ronaldo et Messi, ils ont à peu près 60 triplés chacun. C'est-à-dire c'est des matchs où ils ont marqué un but, marqué 2 buts. Le gars, on va en marquer 3, et souvent c'est plus que 3, quoi. Messi en a mis 5 la semaine dernière contre l'Estonie. Et donc c'est des gens, ils arrivent à un état de grinta, ou on dit qu'ils sont dans la zone où leur performance, en fait, les gens sont inarrêtables, parce que quand on est dans cet état, c'est un peu comme dans les jeux vidéo, vous avez la petite pastille qui vous rend magique. Voilà, c'est ça. Donc les gars deviennent inarrêtables. Et Ronaldo et Messi, ils ont 2 fois plus de triplés que le troisième, c'est Suarez, qui en a 30. Quoi. Et donc, c'est des super humains. Et lui, il s'est intéressé à ça. Qu'est-ce qui fait que certains humains rentrent dans cet état de flow et comment d'autres, pourquoi d'autres n'y arrivent pas. Et vous allez voir que c'est très lié à notre histoire de défis et de réalisation des défis.
Ils se sont rendus compte que pour que quelqu'un rentre en état de flow, il faut regarder l'individu sur 2 axes par rapport à la tâche qu'il est en train de réaliser. Donc, mettons Keith Jarrett sur le piano ou mettons Ronaldo sur le foot. Là, vous avez le niveau de compétence entre bas et haut, et là, vous avez le niveau du défi. Donc, si vous prenez un individu très compétent et que vous le mettez face à un défi énorme, il rentre en état de flow. Si vous prenez un individu très compétent et que vous le mettez face à un défi très bas, c'est de la relaxation. Quelqu'un qui a monté l'Everest, vous l'amenez faire une balade autour de chez vous, bon, ça va être sympa pour lui. Tu vois. Par contre, quelqu'un de très compétent, de pas compétent avec un défi très haut, c'est de l'anxiété. Et quelqu'un de très compétent, là c'est apathie. Ouais, l'apathie, c'est quelqu'un qui n'a pas de compétences, on ne lui donne pas de défi. Donc ça, c'est vraiment l'employé, vous dites, bah voilà, cette personne, je ne lui donne rien. Et là, souvent, ça mène à la dépression. Et en fait, cet état, pardon, vous m'entendez? Ouais. Cette matrice d'état de flow, elle est intéressante parce que vous dites, si je veux toucher à cet état qu'a Ronaldo ou ça, il faut que je devienne très compétent dans une chose, le tennis ou la comptabilité ou l'ingénierie ou le code informatique. Vous arrivez à un niveau de virtuosité et le jour où justement vous êtes confronté à ce défi, ben là vous rentrez dans cet état de grâce où vous ne voyez plus passer les heures et vous créez des choses, vous ne savez même pas d'où ça sort, quoi. Et donc quand il a analysé cet état de flow, qu'est-ce qu'il a vu? C'est qu'il faut qu'il y ait donc une balance entre le niveau de compétence et le niveau de défi. Et donc, faut pas faire, vous n'aurez pas d'état de flow si les gens sont... Si vous prenez un jeune programmeur et que vous lui donnez un truc ultra compliqué et que vous ne prenez pas le temps de le former ou que vous ne lui laissez pas le temps, ben, il ne va pas arriver à faire ça et donc il va être plutôt dans un état de stress. Donc, il faut faire attention à bien développer les compétences et avoir des défis qui sont à la mesure. Il faut qu'il y ait une clarté sur les objectifs, là toujours cette notion de clarté, et aussi un feedback immédiat et non ambigu sur c'est-à-dire qu'il faut que ça puisse vous donner une satisfaction tout de suite. Quand vous êtes sur un stade de tennis ou en train de jouer du piano, ça donne une satisfaction tout de suite. Donc dans le monde de l'entreprise, la satisfaction, elle n'est pas forcément claire à obtenir. Donc il faut faire que les managers fassent attention à ça, mais surtout, ce qu'on trouve souvent, c'est que les gens qui sont en état de flow, au bout d'un certain moment, la vision du monde extérieur sur ce qu'ils font n'a plus d'importance. Ils font ça pour eux, quoi. Ronaldo, il n'est pas obligé, le match, il est déjà gagné, quoi. Donc il a déjà 3-0, il va monter à 6-0, enfin il n'est pas obligé. Il le fait ça juste parce que, voilà, il le sent. Et, voilà. Et donc, quand vous rentrez dans cet état de flow, vous avez une transformation du temps. Vous perdez la conscience de vous-même et vous rentrez dans des expériences autotéliques, quoi. Et ces expériences autotéliques, c'est là où vous rentrez dans votre monde et vous faites des trucs dont la plupart des gens se disent « mais ça doit être horrible de faire ce qu'il fait parce que vous souffrez ». Et vous faites les trucs uniquement pour vous-même et pas pour le reste du monde. Et alors moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, là, j'ai passé 2 ans à écrire, là, et je crois que j'ai passé 2 ans à être autotélique chez moi, quoi. Mais c'est un état qui est très intéressant parce que c'est un état de réalisation, quoi. Et c'est dans ces états, il a écrit un 2e livre qui s'appelle Creativity, où il analyse des gens qui ont créé des idées. Et donc là, on est sur la créativité individuelle et de voir qu'est-ce qui crée la créativité chez ces individus. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, bon, déjà, il explique parce que les gens sont dans ces états un peu bizarres, on a souvent l'impression que les créatifs sont des gens soit arrogants, soit égoïstes. En fait, ils sont juste dans leur monde et du coup, ils ont un peu des relations compliquées avec le reste. Mais ce n'est pas des gens méchants. L'autre chose, c'est qu'il faut que les gens aient du temps. Il a analysé que les 2 grandes périodes, par exemple la Renaissance ou le siècle des Lumières ou la Grèce antique, c'était des périodes où on était en paix. Il y avait un certain nombre de gens qui avaient du temps et qui avaient du temps pour libérer des idées. Et si vous n'avez pas de temps, vous ne pouvez pas être créatif. C'est-à-dire 5 minutes par jour, vous ne pouvez pas être créatif. Donc c'est des trucs, il faut que vous ayez des plages de 3 heures ou 4 heures. Donc si vous voulez que certains employés aient du temps pour être vraiment dans des phases créatives, il faut qu'ils aient des moments de déconnexion. Pas de WhatsApp, pas d'interaction, de Slack, de trucs. Il faut être focus dans ces trucs-là pour pouvoir développer et arriver potentiellement dans ces états de flow. Ce qu'ils disent aussi, c'est que la créativité,
elle est souvent à la jonction de différents domaines. Et aujourd'hui, on le voit bien, et c'est ce que je vous expliquais un peu dans la conférence sur l'économie circulaire, une des choses qui manque aux ingénieurs aujourd'hui et aux gens des professions techniques, c'est une connaissance de la biologie. Et donc on essaye de répliquer le vivant, mais la plupart des gens, ils ont qu'un vague souvenir des cours de sciences nat au collège ou au lycée, des cours qui étaient en plus pas dirigés sur l'innovation par le vivant, et du coup, il manque quelque chose. Donc il y a besoin, si on veut créer des frontières, de développer une compétence sur ces domaines-là pour avoir ces choses à l'adjacence, quoi. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que la créativité, on a l'impression qu'il faut passer beaucoup de temps. Vous n'êtes pas obligé de passer beaucoup de temps, et la plupart du temps, les découvertes, les idées qui sont géniales, elles sont passées en dehors de ces temps de créativité à faire des tâches semi-automatiques. La plupart des mathématiciens ou inventeurs, ils ont eu leurs idées dans le bus ou en faisant une marche sous la douche. C'est souvent là que les idées, c'est rarement à la table de travail, quoi. Et la table de travail, c'est plutôt le truc où voilà, on va essayer de rentrer dans un état, on fait bouger des choses et on va arriver à ça. Alors, dans les gens les plus créatifs pour moi, il y a un mathématicien qui est, pour moi, le plus grand mathématicien de tous les temps, en tout cas jusqu'à maintenant. Donc, il a vécu au XXe siècle, il est mort il n'y a pas très longtemps. C'est un Français qui s'appelle Alexandre Grothendieck. On lui a proposé la médaille Fields qu'il a refusée. Donc, la médaille Fields, c'est l'équivalent du prix Nobel de maths parce que c'était quelqu'un de très particulier. Donc déjà, lui, par rapport à d'autres mathématiciens français, il n'a pas fait l'école polytechnique ou l'école normale supérieure, c'est un autodidacte. Ses parents étaient rescapés des camps, il est arrivé en France, donc c'était un émigré allemand juif qui était arrivé d'Allemagne, et il a fait la fac de maths à Montpellier. Ouais, il avait des notes assez médiocres parce que les gens trouvaient que c'était un esprit un peu bizarre, mais il avait déjà réinventé à la fac comment on faisait les intégrales. Bon. Et puis, il a entendu parler dans les années 50 que les mathématiques se faisaient à Nancy. Il y avait un groupe de mathématiciens, pour le coup des normaliens et des polytechniciens, qui étaient partis à Nancy et qui réinventaient les maths et qui avaient créé un groupe qui s'appelait Bourbaki. Donc, il y avait un monsieur qui s'appelle Laurent Schwartz, et puis un autre, Jean Dieudonné, et puis un certain nombre d'autres mathématiciens. Donc, il est parti, il a pris le train, il est monté à Nancy, il a demandé un rendez-vous avec Dieudonné. Dieudonné, il s'est dit, mais c'est qui ce petit gars là qui vient de Montpellier? Puis, bon, comme il était assez gentil de Dieudonné, il lui a raconté un petit peu les projets sur lesquels il travaillait. Donc, il lui a montré 5-6 sujets et tout. Il dit, voilà, ça c'est le genre de sujet qu'on regarde. Et 3 mois après, Grothendieck est retourné voir Dieudonné. Il dit, bah écoutez, c'était très intéressant les sujets que vous m'avez donnés. Voilà. Donc, le gars avait résolu les 6 trucs, c'était 6 thèses. En 3 mois. Et Dieudonné, il s'est dit, oula, il est quand même intéressant. Et en fait, le gars inventait des mathématiques qui n'existaient pas. Et tous ces gens-là se sont mis après au service de Grothendieck. Et pendant 20 ans, ça a été la plus grande star des mathématiques. Et il faisait rien comme les autres. Et c'était quelqu'un qui fonctionnait uniquement à l'intuition et qui faisait de l'improvisation comme un pianiste, quoi. Et il partait comme ça, et il trouvait, et il partait dans des trucs, dans des mondes assez incroyables. Et ce qui est intéressant, c'est la façon dont il définit le travail de la recherche et de la découverte. Parce que, en plus d'être un mathématicien, c'était aussi un penseur. Et comme il est mort il y a quelques années, Gallimard vient de republier, parce que c'était, moi je les avais depuis longtemps, mais c'était plus disponible, le recueil de ces notes qui s'appelle Récolte et semailles. Ça vient de sortir en 2 volumes, là, chez Gallimard. Et dans lesquels il y a des réflexions sur la recherche, mais plus généralement sur la vie. Et il faut savoir aussi que Grothendieck, c'est un des premiers écologistes. Il a écrit un autre livre qui s'appelle Vive et survie, qui est un manifeste écologiste radical, et qu'au début des années 80 ou 90, il a arrêté la recherche, parce qu'il disait la recherche, finalement, en maths, sert à fabriquer des armes, et il s'est retiré dans une bergerie dans les Pyrénées, et il a disparu, et il est mort en 2010, et pendant 20 ans, on ne sait pas ce qu'il a fait, et là on a retrouvé ces caisses avec toutes ces notes, donc on ne sait pas si c'est des choses sur l'écologie ou sur les mathématiques, mais il y a toute une armée de gens qui sont en train d'analyser les nouvelles notes de ce qu'a écrit Alexandre Grothendieck. Mais il dit cette chose, la découverte est du privilège d'un enfant. C'est du petit enfant que je veux parler, qui n'a pas encore peur de se tromper, d'avoir l'air idiot, de ne pas faire sérieux, de ne pas faire comme tout le monde. Ce qui fait la qualité de l'inventivité et de l'imagination du chercheur, c'est la qualité de son attention à l'écoute de la voix des choses. Car les choses de l'univers ne se laissent jamais parler d'elles-mêmes et ne se lassent jamais de parler d'elles-mêmes et de se révéler à celui qui se soucie d'entendre. Et lui, il disait ça, il disait, en fait, moi, la solution, elle me parle,
je l'écoute, et c'était, en fait, lui disait, j'utilise même pas mon cerveau, j'utilise que ma capacité d'attention et d'intuition, et donc ça part du cœur, quoi. Et il se mettait comme un petit enfant. Et il le dit très bien dans son bouquin, à partir du moment où tu revais ta stature de « je suis un grand mathématicien », et c'est notamment pour ça qu'il ne voulait pas aussi la médaille Field, c'est que lui, il s'en foutait complètement de son statut. Et il disait « ce statut, c'est ce qui vous tue ». Donc, il y a quelque chose de très intéressant de ça. Et ce qui est aussi intéressant, c'est le fait de se tromper. Le truc qui nuit le plus à la créativité, c'est le fait de se tromper. Et il y a plein de gens qui n'osent pas proposer une idée parce qu'ils se disent oh, « je vais avoir l'air bête ». Et ça, dans une entreprise qui est créative, il faut être ouvert à toutes les idées. Et même parfois, les idées qui paraissent les plus stupides, vous pouvez vous dire que plus tard, ça sera la super idée. Parce que si c'est sorti d'une intuition de la personne, c'est probablement vrai ce que cette personne a dit. Et donc, il y a quelque chose de très intéressant dans cette chose-là sur comment être créatif, parce qu'on se dit toujours, ouais, bah, il faut être comme Einstein, etc. Mais Einstein, il est du même genre. Einstein, c'était un autodidacte quasiment aussi, et qui faisait beaucoup de choses à l'intuition. Et les plus grands découvreurs, c'est des gens qui fonctionnent comme ça. Beaucoup d'humilité, beaucoup de persévérance, de curiosité, et qui rentrent un peu dans leur monde et qui acceptent leur singularité. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez, avec la foi que décrit Grothendieck, vous lancer un peu comme Indiana Jones sur ces défis. C'est-à-dire que vous dites, mais mon moonshot, c'est très difficile. Donc, si je reprends ce que vous faites, si vous avez quand même un certain niveau de compétence, que le défi, il vous mobilise, et que vous utilisez une forme d'intelligence qui n'est pas une forme d'intelligence démiurgique, mais une intelligence qui est de l'ordre de celle de l'enfant et qui vient du cœur, ben en fait, vous pouvez traverser ce genre de passage qui n'existe pas et arriver de l'autre côté, en ayant confiance en vous et dans le collectif qui se forme autour de vous. Alors, justement, on va parler du collectif maintenant, parce que c'est une chose d'être mathématicien avec une feuille et de démontrer une chose. Quand vous êtes plusieurs, ben, y a les interactions humaines, et les interactions humaines, c'est pas toujours simple. On est tous différents, ce qui est un facteur de richesse, mais c'est aussi souvent un facteur d'incompréhension et de dispute. Pourtant, il y a des gens qui arrivent à créer des collectifs. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un documentaire sur Netflix sur The Last Dance, qui est sur la saison de 1998, la dernière saison des Bulls où Jordan jouait, où ils ont gagné encore une fois le titre de la NBA. Et en fait, c'est une série incroyable sur l'envers d'une victoire et comment une équipe arrive à vaincre, quoi. Et il y a un certain nombre d'enseignements qui arrivent là-dedans, qui est comment on arrive à faire ces grandes victoires. Alors, au niveau des destins de chacun des joueurs, qu'est-ce qui fait qu'ils sont devenus des grands joueurs? C'est qu'il y a un moment eu dans leur vie, souvent quand ils étaient jeunes, par exemple Jordan, c'était un match quand il était encore en université, où il a fait quelque chose d'exceptionnel, et le fait d'avoir fait quelque chose d'exceptionnel une fois, il s'est dit, mais j'ai peut-être le potentiel d'être un grand joueur. Donc ça a développé sa carrière. Ils disent aussi que dans toute leur carrière, et même dans cette saison-là qui les a conduits à la victoire, l'échec fait partie du voyage. Et donc, de croire que le voyage ne sera qu'une succession de succès, c'est une conception qui est fausse. Quand vous faites de la recherche, quand vous faites de la créativité, vous aurez forcément des trucs qui ne marchent pas. Et des trucs où vous allez tout jeter, etc. Mais ce n'est pas grave. En fait, dans ces trucs-là, vous avez appris des choses et puis après, vous repartez. Et célébrer l'erreur, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire. On va la cacher. Ou alors, on va dire, non, mais nous, on célèbre l'erreur. Mais en fait, on n'est quand même pas très content que l'employé en question ait perdu du temps à faire ça. Donc, il y a vraiment une question à comment on fait un débrief des erreurs et comment on en tire vraiment parti. Et évidemment, ce qui n'est pas bon, c'est de reproduire la même erreur. Mais il y a toujours autant à apprendre des erreurs parce qu'il y avait une raison pour laquelle on est allé là et si ça n'a pas marché, voilà. Il parle aussi, comme dans la question du flow, de trouver une motivation intrinsèque, être entouré par une équipe qui est variée. Si les équipes sont tous du même type que Michael Jordan, alors s'il y avait 5 Michael Jordan, je pense qu'ils n'auraient pas eu de problème pour gagner, mais il faut quand même, il y avait de la variété. Et encore, par exemple, ils avaient Dennis Rodman qui était complètement taré. Moi, j'habitais à Chicago à cette époque-là. Il allait toujours dans la même boîte de nuit où moi j'allais. Et ce mec était en boîte de nuit jusqu'à 7h ou 8h du matin. Et le lendemain, il était sur le terrain et il disait, moi, j'ai besoin de sortir en boîte de nuit jusqu'à cette heure-là. Sinon, je ne suis pas créatif, quoi. Et il avait besoin, en gros, d'être bourré pour pouvoir faire ses rebounds. Et c'est un gars qui a des statistiques hallucinantes. Mais ce qui avait fait la force de cette équipe, c'est sa diversité. Donc, si par exemple, vous recrutez que des gens qui ont les mêmes profils ou des gens qui ont le même âge,
ou des gens qui viennent du même pays, c'est difficile d'avoir beaucoup de créativité. Ensuite, la notion de self-improvement, de se dire « je peux toujours faire mieux », c'est-à-dire le pire, c'est la satisfaction de dire ah, je suis génial. Non, tu peux toujours faire mieux. Et ça, la plupart, enfin, quand vous regardez Nadal, il est toujours dans ce truc-là de ouais, mais je peux faire encore mieux. Et à aucun moment, il s'est dit je suis la meilleure version de moi-même. Et ça l'amène à des sommets, évidemment. Il y a aussi, au sein de l'équipe, après je parlerai des managers, le fait que les leaders font confiance et donnent du pouvoir au reste de l'équipe. Un bon capitaine, c'est ça, quoi, dans cette équipe. Et le capitaine, s'il donne des directives aux autres, il faut que, en anglais on appelle ça walk the talk, c'est-à-dire faire ce que tu dis, quoi. Tu vois, si tu dis aux gens, ouais, faites ça, et que toi tu le fais pas, bah, les autres vont pas le faire. Et la dernière chose, dans une équipe, tu peux pas te reposer qu'une équipe, un gain et une victoire, et c'est pareil si vous faites un projet collectif pour tenter un moonshot, il faut que, à des moments, vous apportiez votre petite pièce qui fait que vous avez été décisif à un moment. Et ça, vous ne l'aurez pas été pendant tout le truc. Et là, c'est pareil, dans un match de basket, il y aura lui qui aura fait tel et tel truc et l'autre qui a fait tel et tel truc. Alors, évidemment, ça aide. Par exemple, j'ai lu une stat sur Michael Jordan, il y a eu un match où il a marqué 66 points. Quoi, tu vois. Un de ses collaborateurs, il disait « Je crois que ce jour-là, Dieu s'est incarné en Michael Jordan. » Et donc, c'est sûr que ça aide d'avoir Michael Jordan, mais voilà. Mais vous n'avez pas besoin d'être décisif tout le temps, mais il faudra l'être à certains moments quand vous dites « Ah, ben tiens, c'est là que je peux amener ma petite pierre. » Alors, il y a d'autres exemples de créativité. Hein. Évidemment, l'équipe de France en 98, avec ce but de Zidane. Alors, j'aime bien le montrer à Yanis, parce qu'il ne l'a pas vu, en fait, ce but. Et on l'a regardé ensemble avec Yanis Brun. Et les deux buts de Zidane de la tête, les deux fois, il était aux toilettes. Voilà, donc c'était ça que tu as raté. Quoi. Donc le programme Apollo, donc là on a parlé des petites équipes, 5 basketteurs, 11 joueurs de foot. Quand vous arrivez à coordonner 400 000 personnes pour en 7 ans les emmener sur la Lune, là c'est autre chose, quoi. Et donc se pose la question sur des organisations, alors même si ce n'est pas une entreprise, c'est quand même une entreprise parce qu'il doit fabriquer des choses, ce n'est pas des choses qu'il devait vendre, mais il y avait quand même cette notion-là. Comment on fait fonctionner des collectifs en entreprise? Alors, il y a plusieurs livres qui s'intéressent à ça. Donc, il y a 2 livres en anglais, Group Genius et Collective Genius, et le dernier, il a été traduit en français, qui est en fait sur Pixar. Donc, mais je vais vous en parler de Pixar. Alors, dans ces bouquins-là, ils sont allés voir comment justement des entreprises deviennent créatives et comment certaines boîtes sortent jamais de produits innovants et comment d'autres boîtes sortent tout le temps des produits innovants et que les gens s'arrachent. Et ils se sont rendus compte que une des choses qu'il faut, alors des talents éventuellement, mais ce n'est pas ça le plus important, c'est des leaders. Et le rôle des leaders dans des entreprises innovantes n'est pas du tout le même rôle que les leaders dans des entreprises classiques. Dans une entreprise classique, vous énoncez une mission, et puis vous êtes inspirant, et puis les gens vous suivent pour réaliser l'objectif que vous avez fait. Quand vous êtes dans une entreprise innovante, l'objectif que vous avez donné, vous ne savez pas du tout comment on va y aller. Et donc, la façon dont on va le gérer, c'est pas... Tu vois, si vous dites, bah, tiens, l'objectif, c'est d'édifier un bâtiment, bah, édifier un bâtiment, il faut le livrer en temps et en heure, tout le monde sait faire édifier un bâtiment, c'est juste gérer ça, c'est pas facile, mais ça se fait. Voilà. Si par contre, vous dites, bah, tiens, là, on va faire un bâtiment, mais on va le construire à 100 mètres sous terre, avec des systèmes qu'on ne sait pas faire, la manière de gérer ça, c'est autre chose parce qu'il y a des incertitudes. Et quand, du coup, il va y avoir, vous allez solliciter les gens pour avoir des idées, ben, il y a des gens qui vont penser A, d'autres qui vont penser B, donc il y a forcément des conflits en fait dans une entreprise qui a ça. Et il y a aussi une façon de comment vous faites pour pas tuer les idées. Et donc ces 2 premiers groupes, pour les managers d'Altior, c'est très intéressant à regarder sur comment on peut faire fonctionner des entreprises pour que la créativité s'exprime et qu'un collectif crée ensemble un produit complexe. Et ils disent que ce qui est le plus important, c'est de poser un cadre qui permette aux gens de savoir qu'ils peuvent être créatifs et leur donner les moyens de le faire. Tu vois. Parce que souvent, on dit, oui, nous, on est une entreprise créative, mais en fait,
les gens ont très peu de moyens d'exprimer leur créativité. Et après, il faut leur donner les moyens de le faire. Et par exemple, il faut revoir tous les modes de processus de décision. Souvent, c'est des processus de décision pyramidaux qu'on a des entreprises. Je sais que vous êtes en holacratie, mais même dans l'holacratie, la façon de décider n'est pas forcément celle qu'il faut pour créer un produit qui n'existe pas. Pour ça, il faut faire des types de consensus où vous rejetez des idées sans les rejeter, parce que vous ne savez jamais plus tard si l'idée que vous avez choisie, elle ne va pas être bonne, ou peut-être qu'elle va être bonne. Donc, il faut garder en stock les autres idées, parce qu'on se dit, tiens, on va tester ça. C'est ce qui, aujourd'hui, nous semble être le mieux, mais peut-être qu'il y avait une autre voie qui était là. Donc, c'est un espèce de pilotage multidimensionnel. Donc, c'est gérer, en fait, des projets de recherche, ce truc-là. Et la boîte qui est vraiment très intéressante là-dessus, c'est Pixar. Alors, Pixar est apparu aux gens, je crois que c'était au milieu des années 90, quand ils ont sorti Toy Story. Et Toy Story, c'est très intéressant parce que c'était le premier film entièrement computer generated. Il n'y avait pas eu de film avant, il y a eu des effets spéciaux, il y avait des bouts de dessins animés qui étaient faits. C'est la première fois qu'il y avait fait ça. Et le fait de faire des films entièrement computer generated, c'était le rêve de ce monsieur, Ed Catmull, qui était le CEO de Pixar. Et en fait, lui, avant, il bossait chez Lucasfilm, chez George Lucas. Il faisait les effets spéciaux pour Star Wars. Et ce truc d'effets spéciaux, ils en avaient fait une filiale qui faisait aussi les effets spéciaux pour Jurassic Park. C'est eux qui faisaient les dinosaures, là, dans Jurassic Park. Et lui, il se disait, mais on peut faire un film entier là-dessus. Et cette filiale de Lucasfilm a été rachetée pour 10 millions de dollars à l'époque par Steve Jobs, je crois quand il est parti d'Apple. Et Steve Jobs était le président de Pixar, mais le vrai créatif, et celui qui est sur la créativité, c'est Ed Catmull. Et ce qui est fabuleux dans Toy Story, c'est pas que ça soit fait par ordinateur, parce que la plupart des gens n'ont même pas vraiment fait attention que c'était fait par ordinateur, c'est qu'il y a une super histoire. Mais il y avait à la fois un défi technologique et une totale nouvelle manière de raconter les histoires. Et c'est ça qui a fait hurler Disney, parce que tant que Pixar n'avait pas été racheté par Disney, en fait, les dessins animés de Pixar étaient infiniment fois mieux, parce qu'il y avait une créativité dans toutes les scènes. Il y avait des petites choses, des petits effets, des petits trucs trop mignons, des façons de faire les choses, et ils ont complètement réinventé les choses. Et comment ils ont fait? D'habitude, quand vous créez un dessin animé, le processus pour créer un dessin animé, c'est celui-là. Vous écrivez une histoire, vous avez des artistes qui vont dire « Ah bah tiens, votre princesse, elle va avoir tel aspect, le prince, il va être comme ça, le château, il va être comme ça. » Vous allez faire une modélisation et l'articulation comme des pantins en fait de ces choses-là. Vous allez les animer, rajouter les scènes, les ombres, faire l'animation, des simulations, etc. Rajouter les lights, rajouter le son, et puis à la fin, vous faites un rendu final, exportez le fichier, vous avez votre petit dessin animé. Eux, ils ont dit « Si on fait ça, en gros, tout dépend des gens qui ont créé la bonne histoire au début. Après, on va peut-être que la princesse, ça va être sympa, mais si c'est raté, tout le reste va pas être bon. » Et c'est ça qui faisait que Disney faisait des mauvais films depuis longtemps. Eux, ils ont dit non, nous, on va faire ça. Comme leur processus, donc c'est le même, sauf qu'à tout moment, si par exemple, en décidant la princesse, ils disent, mais attends, si elle est black, en fait, mais elle serait trop belle comme ça. Et du coup, ils reviennent sur l'histoire, ils changent l'histoire, et à tout moment de la création du film, tout est paramétrisable dans le truc, et ils disent qu'aucune scène n'est finie tant que le film n'est pas fini. C'est-à-dire que jusqu'à la fin, ils changent tout, et parfois ils vont changer tout le scénario parce qu'ils trouvent une meilleure idée. Et c'est parce qu'ils ne sont pas du tout dans un truc linéaire, dans un truc où tout le monde se parle, qui fait ça. Et c'est des milliers de personnes qui bossent comme ça. Et Ed Catmull, il a créé un environnement de travail qui permet à des gens de se dire, en fait, moi, avec ma petite idée, parce que j'ai fait un petit coloris ou la manière de mettre les lights, la scène que l'autre a passé 3 mois à créer, en fait, on la jette à la poubelle. Donc ça, normalement, dans une entreprise, vous créez des tensions là-dessus. Mais tout le monde est au service de l'œuvre finale, qui est de se dire, on va faire le meilleur dessin animé. Et donc, j'accepte qu'à un moment, le truc sur lequel j'ai bossé, ça parte. Parce qu'ils savent que c'est pour le collectif, et on ne va pas en vouloir à celui qui a fait la scène et qui a enlevé, et donc qui a valorisé le travail de tous. Et quand ils avaient fait Toy Story, ils avaient
remercier toutes les équipes, mais même les gens qui faisaient la cuisine, les femmes de ménage, tout le monde, parce qu'ils disaient, en fait, ce film, c'est l'œuvre de tout le monde, c'est pas l'œuvre que des dessinateurs. Je crois qu'ils ont même remercié les enfants des gens qui travaillaient, parce que les gens venaient là. Et il y avait ce souci de se dire, en fait, on va former un collectif, et ce collectif, il est au service d'une œuvre, et c'est cette œuvre-là, et en fait, ce truc-là dissout les égos. Et c'est la même chose que ce que vous avez dans les équipes qui fonctionnent bien, par exemple pas au PSG. Et c'est la même chose que vous avez dans le programme Apollo. Il y avait des énormes égos parce que des très grands scientifiques, mais comme le projet prend le dessus sur la tâche individuelle, en fait, les gens se battent pas et collaborent. Et Pixar est cité toujours pour la qualité de ses films. On parle peu de l'organisation qui les crée, mais c'est la boîte la plus créative et la plus collaborative du monde. Et c'est pas, enfin, est-ce que c'est la boîte où c'est le plus sympa de travailler? Il y a d'autres boîtes sympas, mais ils ne créent pas forcément des choses aussi incroyables que ça. Et en plus, chaque film est complètement différent, à part quand ils ont fait Toy Story 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils se mettent en danger à chaque fois sur les thématiques, le type de rendu qu'ils vont faire, et ils font des choses qui sont très variées. Et voilà. Ouais. Dans cet exemple de processus, là, si on prend la pièce de animation à story qui reboucle, est-ce que c'est expliqué dans le livre qui est décisionnaire de ce rebouclage? Qui va définir que effectivement ça vaut le coup de faire cette boucle-là? Ouais. Est-ce que c'est un comité? Est-ce que c'est le bloc d'animation? Le bouquin traite de ça, donc c'est expliqué. Et il y a des processus très complexes. Mais en tout cas, ce n'est pas une personne qui dit ça. Déjà, ce comité est collectif, donc il y a un collectif. Ce collectif, il change au cours du temps, mais il y a quand même un groupe de décision. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui vote. Donc il y a quand même une forme d'organe de décision qui existe. Parce qu'évidemment, sinon, le truc ne converge jamais. Quoi, tu vois. Donc, il y a quand même des gens qui se disent il faut 3 ans ou 4 ans pour faire un film. Voilà. Mais ils expliquent ça dans le bouquin. Mais c'est du jamais vu. Et en fait, c'est plus ça qui a fait peur à Disney parce qu'ils se sont dit s'ils ont réussi à mettre une organisation comme ça, les 10 prochains films, ils vont être bien parce que nous, on n'est même pas capable. Enfin, en gros, on peut écrire que l'histoire de Mickey et de La Belle au Bois dormant, ils étaient bloqués là-dedans parce que ils n'avaient pas un truc qui permette... voilà. Et ce qui est intéressant dans ce truc-là, c'est que les idées de tous s'expriment. C'est-à-dire, chacun peut donner la meilleure part de soi-même. Si c'est au service du projet et que ça l'améliore, on prend. Quoi. Et on change. On prend, on change. Quoi. Mais il y a aussi le fait que les choses soient paramétrisables. Quand on jette pas tout. Quoi, parce qu'il suffit de rechanger l'axe de la caméra et on peut changer des choses. Donc, il y avait aussi, du point de vue informatique, puisque tout est informatique, l'idée que par rapport à des trucs dessinés où tu perds tout si tu dois changer l'angle de la scène, là tu peux re-raconter différemment. Donc la nature du support de ce qu'il crée permet, sans trop de frais, de tout changer. Quoi. Alors moi, à ma petite échelle, quand je faisais de la recherche en maths, alors j'ai 2 exemples. Il y a un premier sujet sur lequel j'avais travaillé tout seul, et j'avais fait, quand je suis arrivé aux États-Unis, ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire que je suis allé voir les grands chercheurs qui avaient cherché sur cette question, qui n'avaient pas trouvé la réponse, et je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils pensaient, et ils m'ont expliqué tous pourquoi c'était impossible et que je ne trouverais jamais. Donc je n'ai pas trouvé, et 25 ans après, personne n'a trouvé, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'a complètement coupé la créativité, parce que je me suis dit, moi j'ai 23 ans, ces gars-là ils ont 50 ans, c'est des sommités, et ça m'a complètement coupé. Le deuxième sujet sur lequel j'ai travaillé, déjà, je n'étais pas tout seul, on était 4. Tu vois. Et on a pris un problème qui était hyper complexe, mais nous, on ne le savait pas. Tu vois. Donc, on savait que c'était compliqué, et on s'est dit, on va demander à personne ce qu'ils ont fait, on va juste le faire avec notre intuition. Et donc, ça, c'était une photo du soir, là où on avait célébré la résolution de ce problème. On était 4 assez différents. Il y en avait un qui était étudiant en thèse. Moi, je n'avais pas fait de thèse. Il y en avait un qui avait fini sa thèse. Et puis, il y avait mon superviseur qui était australien et Curtin Streicher, mais qui était, lui, un professeur, mais qui nous aidait un peu sur la tactique générale. Mais on n'avait pas de boss. Tu vois. Et en tout cas, on avait ce boss-là ici. Et la façon qu'il avait eu de faire, c'était de nous laisser une liberté totale et juste s'assurer qu'on allait bien. Tu vois.
Et je me disais, mais il est complètement fou, quoi, parce que il nous aide pas, il regarde pas les choses qu'on fait, et il se disait, tant qu'ils prennent de la joie et qu'ils avancent, c'est que c'est bon. Et le problème, on l'a simplifié, et puis après, on est monté en complexité, on a réussi à le résoudre, et bon, on a eu un des prix le plus prestigieux dans ce domaine-là, plein d'articles dans les journaux, et en fait, c'est un projet, moi, je ne connaissais pas à l'époque les travaux de Grothendieck, mais on l'a fait comme ça, c'est-à-dire avec notre intuition, et chacun a eu, comme je vous disais, bidécisive. On ne peut pas dire que ce truc-là, c'est l'œuvre d'un des quatre, c'est vraiment une œuvre à quatre. Il y a eu des trucs où il y a mes idées, il y a un truc, c'est les idées des autres. Et en fait, on était au service de ce projet, on s'est marré tout du long, on a eu aussi, enfin, on ne le dit pas assez, mais les bières, c'est très important pour le succès des projets. Bu beaucoup de bières, mais il y avait vraiment cette joie et de se dire, mais en fait, vu qu'on nous a mis un cadre créatif sans limite, on va s'éclater, quoi. Et c'est ça qu'ils ont créé comme cadre. Et je pense que d'un point de vue des managers, il y a quelque chose de cet ordre-là. Si vous voulez donner à des gens un truc impossible, faites confiance à des gens, vous leur donnez un certain nombre de mois, qui ont les compétences les uns avec les autres, et puis à un moment, ils vont tellement se mettre dans le projet qu'ils vont trouver quelque chose. Et dans notre cas, ça avait fonctionné. Voilà. En conclusion, donc vous vous rappelez, dans cette conférence sur l'économie circulaire, je vous disais, ce qu'il faudra arriver, c'est à faire des produits qui soient aussi bien faits que les produits que fait la nature, c'est-à-dire des panneaux solaires avec très peu de métaux, biodégradables, voire même consommables. Il y avait les exemples là, dont on parlait sur les nouvelles façons de couper des polymères ou pas, vraiment d'agir au niveau moléculaire comme le fait la nature, ou de s'inspirer des diatomées pour faire des choses qu'on fait à haute température, les faire à basse température. Comment on arrive à cette chose-là? Et aujourd'hui, je vous ai donné quand même des exemples compliqués, genre Ronaldo, Jordan, programme Apollo. Donc c'est comment vous, dans votre quotidien, vous pouvez faire de cette créativité en harmonie avec la nature, parce que là, c'est quand même ça qu'on nous demande. Et en fait, c'est une question que je me pose depuis longtemps, tu vois, de trouver quelque chose de simple, en fait, qui permettrait aux gens... elle va s'autodétruire dans 54 secondes. Qu'est-ce qui pourrait être un conseil très simple qui permette aux gens d'être extrêmement créatifs au service de la planète? Sur le conseil de Yanis, j'avais vu La Panthère des Neiges, qui est vraiment un film absolument extraordinaire. Et ce qui m'avait touché, c'était la grâce avec laquelle elle marche, quoi. Et je me disais, mais quelle élégance dans chaque pas, dans chaque posture, dans chaque bâillement, dans chaque... Et quand vous regardez la nature autour de vous, par exemple, prenez un chat, souvent les chats, ils ont cette élégance, quoi. Ils ont quand ils dorment sur un canapé, ils se prélassent, ils sont dans le moment présent, et il y a de la beauté dans ce qu'ils font. Et j'ai fait le lien avec une anecdote que m'a racontée une amie, sur un truc qui n'a rien à voir, et vous allez voir que c'est un conseil qui peut être très fort sur la créativité. Elle bossait pour une grande banque américaine, elle en avait marre et elle s'est dit, je vais me lancer dans la restauration. Comme c'est quelqu'un qui avait pas mal d'argent, elle allait souvent dans des restaurants étoilés à New York, et elle s'est dit, tiens, pour démarrer dans la restauration, j'aimerais bien travailler dans un restaurant étoilé pour comprendre comment ça marche. Et donc, elle est allée dans un des restos où elle avait mangé une ou deux fois, qui s'appelle le 11 Madison Park. Et ce restaurant, c'est le meilleur restaurant de New York, 20 sur 20 aux Agates. Donc, c'est vraiment, peut-être pas le meilleur restaurant des États-Unis, mais le meilleur restaurant de New York. Et elle va voir le chef, qui s'appelle Daniel Humm, tu vois, comme quoi le nom parfois prédomine, en tout cas prédétermine. Et elle lui dit, voilà, je voudrais me lancer dans la restauration et je voulais savoir si je pouvais faire un stage, mais je ne sais rien faire, quoi. Elle dit, aucun problème et tout, vous êtes bienvenue. Il dit, écoutez, voilà, à quoi il faut que je me forme? Il dit, non, mais vous démarrez ce soir, il n'y a pas de problème. Il dit, attendez, je démarre ce soir, qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais rien faire. Il dit, en fait, le nom de ma société s'appelle Make It Nice. Et en fait, la seule chose que vous avez à faire, c'est comme la Panthère des Neiges, le moindre chose que vous faites, à tout moment, vous vous demandez si ce que vous avez fait, c'est nice.
Donc, quand vous marchez avec élégance. Quand vous posez une assiette, vous posez l'assiette avec élégance. Quand vous posez une question au client, vous le posez avec élégance. Quand vous arrivez en cuisine, vous le posez avec élégance, quoi. Et ça, c'est ce qui fait qu'on est devenu le meilleur restaurant de New York. Et le gars, on a même fait le nom de sa boîte. Il a un groupe maintenant de restaurants qui s'appelle Make It Nice Corporation. Et je me suis dit, mais ce truc, c'est génial, en fait, parce que, en fait, ce qui fait qu'on n'est pas en harmonie avec la nature ou qu'on crée des choses qui sont parfois alors, tout est perfectible, tu vois, dans le Make It Nice, mais tu essaies de faire au mieux au moment donné pour faire les choses bien. Et ce truc-là fait que ça change complètement la nature de ton rapport au travail ou même à la vie, où ton travail ou ta vie, qui peut être un labeur ou un travail, quoi, devient une œuvre. Et ça, le fait de passer du travail à l'œuvre, c'est quoi la distinction? C'est que tu t'appliques. Tu essayes de faire du mieux que tu peux à chaque fois, et que ça soit de s'adresser à un collaborateur ou programmer une ligne de code ou visser quelque chose, tu essayes de bien le faire. Et c'est ce que les compagnons du devoir appellent leur œuvre, et c'est des trucs où ils passent des milliers d'heures, et c'est des trucs où ils s'appliquent sur chacune des choses, parce qu'ils savent que si tel petit bâton n'a pas été bien limé, eh ben, ça va se voir, et puis ça, les gens à qui ils vont présenter ça au jury, ils vont pas être contents. Et donc, quand ils font... là, c'est la charpente de Notre-Dame qui a été refaite par des compagnons du Tour de France. C'est des milliers d'heures de boulot, et on sait que sur chaque truc, tout a été fait avec passion. Et j'ai l'impression que la nature, pourquoi elle crée des choses aussi parfaites que ça? Elle est cette espèce de souci du détail et ce souci du make it nice à toutes les échelles. Et c'est pour ça qu'elle crée des trucs harmonieux. Et c'est pour ça que nous, on ne crée pas des trucs harmonieux. Donc moi, si j'avais un conseil pour que vous deveniez une entreprise leader sur cette transformation, c'est d'appliquer ce conseil de make it nice en écoutant votre cœur et en résonance avec la planète, de faire ça tout simplement, et je pense que la nature de ce que vous produirez changera complètement. Merci.